je me permets d'interrompre quelques minutes cette interview pour vous introduire le nouveau sponsor du podcast. Il s'agit de Content Square. On connaît tous cette problématique. Votre prospect navigue sur votre site mais quitte la page juste avant de finaliser son achat ou son inscription. C'est pas facile de savoir où se trouve le point de friction. C'est là que Content Square entre en jeu. Pour comprendre rapidement les parcours de vos clients et leurs interactions sur vos sites et applications mobiles, Content Square est une plateforme qui agrège toutes les données dont vous avez besoin. Que ce soit de l'expérience analytique et du monitoring, du product analytique et même la voix du client, ces insights quanti et quali vous donnent les clés pour optimiser vos pages et vous aider à prioriser. Que vous soyez dans le marketing, la tech ou le produit, Content Square vous aide à améliorer l'expérience client et optimiser chaque étape du parcours utilisateur, quels que soient vos besoins ou la taille de votre entreprise. Ça vous intéresse de tester ? Toutes les infos sont en description de l'épisode. Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Ce n'est pas un secret, le marketing et le produit ont parfois du mal à se comprendre. Surtout quand il n'y a pas de PMM pour garantir le lien entre ces deux fonctions. Le produit reproche au marketing de mal communiquer sur les fonctionnalités, tandis que le marketing est frustré que le produit n'évolue pas plus vite et de ne pas être assez accompagné pour promouvoir le produit de façon pertinente. Dans cet épisode, Charlotte, CPO, et Selma, ex-CMO chez SkillUp, vous partagent leurs meilleurs conseils pour éviter ces désalignements et bâtir une vraie collaboration entre marketing et produit dans un contexte où il n'y a pas de PMM. Car soyons clairs, l'un ne peut pas avancer sans l'autre. Alors au programme, Charlotte et Selma nous expliquent comment elles définissent chacune le rôle de PMM, où s'arrêtent les missions du PM et où commencent celles du Product Marketing Manager, comment les tâches du PMM sont divisées entre l'équipe marketing et produit. Elle nous explique aussi comment intégrer les enjeux du PMM quand il n'y a pas encore de profil dédié, les limites qui en découlent et comment les éviter. Et enfin, pourquoi le sujet d'investir dans un profil PMM est souvent source de conflits et le poids du COMEX à ne pas sous-estimer. Bref, c'est un échange sans filtre sur les réussites, les galères, mais aussi les apprentissages. Et vous allez forcément vous reconnaître dans certaines des situations. Cet épisode vous permettra de vous sentir moins seul dans vos questionnements, mais vous poussera aussi à la réflexion. Bonne écoute. Hello Selma, hello Charlotte, comment vous allez ? Salut Carlotta, très bien et toi ? Ça va très bien. Je suis super contente de vous avoir au micro du podcast. C'est la première fois que je fais une interview à trois avec vous deux pour avoir deux points de vue différents sur le product marketing. Donc c'est génial. On est très contente d'être là. Ravie aussi. Et bonjour Carlotta. Pour commencer, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter en quelques mots et nous dire ce que vous faites chez SkillUp ? Donc SkillUp est un SaaS RH dédié à la gestion des talents. Donc c'est une entreprise qui est française, qui a maintenant 9 ans, qui compte aujourd'hui presque 70 collaborateurs basés à Paris. Donc Charlotte, qui es-tu ? Je suis Charlotte Flamand, donc je suis Head of Product chez SkillUp. Et ça fait 5 ans que je suis arrivée chez SkillUp en tant que première PM. Et donc j'ai monté l'équipe produit de SkillUp les 5 dernières années. Vous êtes une équipe de combien maintenant ? Une équipe de 5 product managers et 2 product designers. Et donc je suis Selma, j'ai rejoint SkillUp il y a un peu moins de 2 ans en tant que CMO pour chapeauter l'équipe marketing. Au marketing aujourd'hui, il y a donc 5 personnes en plus de moi, chacun dédié à des secteurs, des sujets différents du marketing. Donc tu vas avoir du designer, de la gestion d'événements, du digital, du growth et de la création de contenu. On est là aujourd'hui, Selma et Charlotte, pour parler du product marketing quand il n'y a pas de PMM, justement. C'est un sujet finalement que beaucoup d'entreprises vivent et donc d'où l'intérêt de vous avoir aujourd'hui au podcast pour avoir votre retour d'expérience et que vous puissiez aussi partager comment est-ce que vous le gérez aujourd'hui, quelles sont à la fois les réussites, les problématiques, les sujets que ça engendre. Et la première question déjà que je voulais vous poser, c'est pour vous, c'est quoi le product marketing ? Ça se traduit par quoi ? Par quelle mission ? Quel ownership par exemple ? Pour moi, le product marketing, ça a 3 aspects et la pondération des aspects va changer selon le contexte et selon l'entreprise. Tu vas avoir un premier aspect qui est de la connaissance marché, étude de marché, étude de la concurrence, étude des pricing, enfin tout ce que tu peux imaginer là-dessus. Un aspect qui va être plutôt lié à l'enablement des équipes internes, donc comment est-ce que tu communiques les messages autour du produit aux équipes en interne. Et le dernier aspect, c'est vraiment cet aspect, on va dire, de génération de business. Donc, comment est-ce que tu utilises ces mêmes messages liés aux produits, liés à ce que tu as appris sur le marché pour apporter de l'argent.
Pour ma part, le product marketing, c'est une fonction avec laquelle j'ai pas encore énormément travaillé. Euh, dans ma précédente boîte, on avait des product marketeurs qui étaient principalement en charge d'animer la force de vente avec les nouveautés produits, donc vraiment faire tout ce qui était go-to-market et aussi animer le calendrier, des temps forts, etc. Donc c'était vraiment très très centré là-dessus. Ce que je comprends en fait aujourd'hui du product marketing en discutant aussi avec Selma et puis en prenant pas mal d'infos ces derniers temps, parce que c'était notre sujet, c'est vraiment que ça va être un support du produit à la fois en aval et aussi en amont. Donc nourrir les équipes produits avec des insights marchés et aussi aider le produit en fait en aval des lancements de fonctionnalités à bien assurer que ces nouvelles fonctionnalités rayonnent dans l'entreprise et auprès des clients, auprès des prospects, avec les bons messages. Ce qu'on fait nous au produit avec nos mots, le faire de manière plus professionnelle et à l'échelle. Et Selma, toi, tu as déjà travaillé aussi avec des product marketeurs auparavant ou pas? Oui, je crois que le premier product marketer avec qui j'ai travaillé, c'était moi en 2008. Quand j'étais dans une startup de 2 personnes qui s'est fait absorber par une boîte de 100 personnes et qu'il a fallu en fait intégrer l'offre qu'on vendait au sein du portfolio d'offres de l'entreprise. Et c'était vraiment les embryons du PMM avec ce positionnement d'une offre parmi d'autres, quelle gamme de prix, quel client tu vas attaquer et du coup qu'est-ce que tu racontes comme histoire pour être pertinent entre tes différents canaux d'acquisition et tes différents produits. Du coup, Charlotte, tu le disais aussi dans la présentation que tu as du product marketing sur comment est-ce qu'aussi le product marketing ou le rôle de PMM prend la place par rapport au product manager quand il y a déjà une équipe. Quelle est ta vision ou ta réflexion sur le PMM versus, entre guillemets, le PM? Bah, c'est exactement notre réflexion du moment, Carlotta. La manière dont on voit les choses au produit, en fait, c'est que le product marketing, c'est tout ce qui va accompagner le go-to-market. Donc c'est on va dire une sous-tâche du scope produit. La différence avec le job de PM, c'est que évidemment le PM, en fait, il va récupérer des insights pour développer les features, pour faire en sorte qu'on exécute ces développements, qu'on bosse avec la tech, etc. Là où le PMM, en fait, il va utiliser sans doute les mêmes insights, il va sans doute utiliser les features pour développer la communication, le messaging. Donc en fait, c'est plutôt les mêmes insights et à la fin des livrables différents par rapport au produit. Et aujourd'hui, je pense que ce que font les products de mon équipe, c'est vraiment une petite partie de ce que fait un PMM, à savoir bah, écrire des articles de newsletter, préparer des annonces in-app lorsqu'on fait des nouvelles fonctionnalités, former les équipes en interne, etc. Donc je pense qu'on touche un petit peu, enfin on a une rubrique product marketing dans notre Notion, mais je pense qu'on fait une toute petite partie du job. Et Selma, c'est de la même façon côté marketing. Il y a aussi du coup des tâches, on va dire, qu'on considère comme étant product marketing qui sont faites par tes équipes ou par toi. Et encore une fois, mal. Ce qu'on va beaucoup reprocher à des équipes marketing en général, c'est leur connaissance du produit. Et totalement à raison. Enfin, on va être très clair, c'est clairement pas des experts produits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un peu ce mix hybride. Où, par exemple, si jamais on veut faire une fiche produit, le content marketing va aller interviewer l'équipe produit pour comprendre exactement les features qui existent, comprendre pourquoi ces features ont été déployées, à quoi elles servent, et essayer de traduire ça dans un langage très vulgarisé pour que ça puisse convenir au plus grand nombre. Donc ça fonctionne, si tu veux. Mais il y a quand même une gap un gros gap dans cette connaissance, c'est-à-dire qu'un content n'est pas un PMM, c'est-à-dire qu'il n'a pas cette sensibilité produit qui fait que pour lui, ça va être beaucoup plus compliqué de faire un contenu qui va être pertinent et qui va avoir du sens pour quelqu'un qui est en fin de funnel, en fin de réflexion et qui est vraiment prêt à acheter. Justement, j'aimerais rentrer un peu plus dans le détail là-dessus. Aujourd'hui, sans PMM, comment est-ce que les missions product marketing sont splittées au sein de vos équipes? Alors quand on a créé le Notion Product Marketing au tout début, c'était principalement pour essayer d'avoir un calendrier de communication avec nos clients sur les nouveautés produits. Donc typiquement, l'objectif c'est d'avoir une communication un peu rétrospective tous les 3 mois. Donc tous les 3 mois, on fait soit une newsletter, soit un webinaire auprès des clients pour présenter les nouveautés. Donc comme ça alterne entre de l'écrit et de la présentation un peu keynote. Et donc l'objectif c'était d'avoir un rythme de communication. Donc pour ce faire, on écrit des articles, on prépare des démos qui sont même pas forcément animés par le produit, qui sont co-animés par le produit et par les Customer Success. Donc ça, c'est un premier pan. Après, ce qu'on a développé petit à petit, c'est les annonces in-app. Donc on a un outil qui fait des annonces de nouveautés dans l'application. Et donc là, on va rédiger des articles qui sont parfois un peu plus détaillés que ceux de la newsletter parce qu'on va à l'essentiel. Mais côté produit,
En termes de création, on va dire, de livrables, ça s'arrête là. Le reste, c'est vraiment très ad hoc, selon les fonctionnalités, selon la documentation qu'il faut produire, selon les personnes qu'il faut former. On va intervenir pour essayer de fluidifier la connaissance produit auprès des sales, auprès des customer success, etc. Mais c'est pas hyper carré, c'est en fonction du besoin, en fonction de la complexité de la feature. On déploie à chaque fois le go-to-market qui va avec cette feature. Et côté marketing? Quand je suis arrivée, c'était donc il y a un peu moins de 2 ans, il n'y avait pas grand-chose en termes de support PMM qui pouvait adresser l'extérieur hors client. Donc vraiment les prospects, le marché. Donc en général, tu commences toujours de la même façon, c'est-à-dire que tu commences par vérifier le sales deck. Donc tu fais le travail de positionnement une première fois pour être sûr que les messages sont à peu près OK pour tout le monde. Une fois que tu les as, tu refais le sales deck pour que ça les reflète bien, en faisant des slides produits, en allant vérifier avec le produit que ce que tu dis, c'est pas trop débile. Une fois que tu as fait la presse produit, tu déclines ça en fiche produit. Et une fois que tu es à peu près sûr et que tu as un peu testé le truc et que le produit ne t'a pas encore tapé puisque tu as dit des choses qui ne sont pas exactement vraies, à ce moment-là, tu mets ton site web à jour avec toutes ces informations. Et là, la vraie collab peut commencer. On a pu commencer à faire des vidéos animées, des choses comme ça. Toujours pareil avec le produit. Bon, en réalité, pour faire tout ça, on a quand même interagi, on n'a pas fait totalement du silo, hein. L'objectif, c'est quand même qu'on ne découvre pas des choses du produit sur le site internet, donc c'est vraiment de la collaboration. Enfin, comme disait Selma, ça partait de l'interview du product expert de son produit, puis le marketing produisait, puis nous, on review ce que fait le marketing. Parfois, on casse quelques rêves, malheureusement. Et je voulais juste aussi ajouter, je pense que les Customer Success portent aussi une part du job de Product Marketing, parce que en fait, c'est eux qui sont par exemple en charge de tout ce qui est Help Center, et ils font des vidéos d'accompagnement, des guides d'utilisation, des FAQ, etc. Donc en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a pas mal de créateurs de contenu différents dans différentes équipes qui se coordonnent tant bien que mal autour de leur expertise produit. C'est ça. Le marketing, dans ces cas-là, est plutôt un facilitateur, c'est-à-dire que on a choisi l'outil de webinar, on fait les envois d'emails, on fait les listes, mais le contenu, la qualité du contenu qui va être dedans, c'est CS et produit. Bien sûr, ok. Et est-ce que, au contraire, il y a aussi des sujets que vous avez choisi de potentiellement pas prendre, et de dire, en fait, ça, on sait que c'est quelque chose qu'il faut faire, mais on n'a pas l'expertise, ou on n'a pas le temps, ou c'est pas prioritaire, et qui est, on va dire, du rôle ou d'une mission à product marketing? De notre côté, oui. Il y a toute la partie justement contenu ultra pertinent de fin de funnel. Par exemple, si jamais tu imagines une vidéo hyper détaillée pour un vertical, pour un pain point en particulier, aujourd'hui on n'a pas du tout tackle le sujet puisque nous on n'a pas cette compétence en interne et que c'est des vidéos qui périment très très vite. Donc il te faut vraiment une ressource, donc quelqu'un qui va pouvoir les mettre à jour régulièrement pour que ça donne du bon résultat. Sinon au bout de 3 mois c'est contre-productif. Donc c'est là un peu où on a mis la limite, c'est tout ce qui va demander de l'actualisation permanente ou qui va concerner une cible trop petite. Au niveau du produit, je dirais pas qu'on se limite. Je pense que c'est plutôt que, comme on a beaucoup grossi ces dernières années, on a systématiquement identifié quel était le besoin et du coup essayé d'ajouter ça en fait dans la bande passante des PM, des markets, des CS. Mais à aucun moment on s'est dit il y a cette tâche du job product marketing qu'on ne peut pas faire. Nous, je pense qu'on n'a pas encore cette maturité-là vu qu'on n'a jamais bossé avec des product marketeurs. Il y a des tâches, on va dire, c'est du product marketing, mais en fait, on le pense a posteriori, quand on a rationalisé la chose. Mais en fait, potentiellement, les PM font déjà du product marketing, même s'ils sont PM quand il n'y a pas de PMM, parce que c'est naturel de se dire, en fait, quand on crée une feature, on va communiquer dessus, donc forcément, il faut faire de l'enablement au sales, par exemple, ou il faut faire une newsletter ou autre. Et du coup, ma question, c'est est-ce que aujourd'hui, vos équipes, vous avez conscientisé vos équipes qu'il y a des tâches qui sont product marketing et qui aujourd'hui font partie de leur fiche mission parce qu'il n'y a pas de PMM et que potentiellement demain, quand il y aura un PMM, ce sera plus dans sa fiche mission et du coup, il pourra faire d'autres choses ou aller plus en profondeur sur ses missions. Comment est-ce que ça, c'est travaillé ou réfléchi de votre côté ? Nous, il y a vraiment un moment où j'ai repris la fiche de poste PM et j'ai ajouté un encart marketing en fait. Au départ, dans la fiche de poste PM, en fait, quand on n'est pas beaucoup, on fait un peu tout. Mais c'est pas la première chose qu'on a fait, notamment en B2B, avec un nombre restreint de parties prenantes business à former, etc. En fait, c'était pas tout de suite le sujet qui nous semblait le plus critique. Mais petit à petit, en fait, on a intégré ces différents process. C'est devenu plus important.
Et pour être très réaliste, je pense que quand Selma est arrivée, ça a pris un énorme coup d'accélérateur parce qu'on a monté toute l'équipe marketing, on s'est mis à produire beaucoup plus de contenu. Donc en fait, c'est devenu vraiment l'ownership des PM de regarder, de review, de valider tout ce qui sort du marketing qui parle de leurs produits. Et donc, il y a littéralement un nouveau bloc qui s'est ajouté dans leur fiche de poste, dans leur grille d'évaluation, etc., qui parle vraiment de ça, quoi, du marketing. Donc, ça s'est matérialisé physiquement dans leur fiche de poste. De mon côté, c'est un peu différent puisque c'est assez habituel que dans les petites équipes marketing, ce soit le CMO qui soit aussi le PMM. Puisqu'encore une fois, c'est celui qui a la meilleure connaissance du produit, qui peut le mieux travailler sur le silotage, etc. Donc au début, l'équipe n'y a pas du tout touché. Sauf que comme on le sait, quand c'est le chef qui est honneur d'un sujet, il ne se passe rien, ou c'est pas très bien fait. Donc au fur et à mesure, c'est surtout la personne du content chez moi qui a récupéré des tâches de PMM, mais elle sait que c'est temporaire. Et en plus, tant mieux parce qu'elle n'aime pas ces tâches-là, en vrai. Donc l'idée, c'est, je suis désolée, mea culpa, il y a du patchage à faire, il y a des cas clients à faire, il y a des fiches produits à revoir régulièrement, mais elle sait très bien que c'est pas fait pour rester. Et du coup, côté produit, Charlotte, je suis curieuse de savoir comment les PM ont réagi au moment où il y a eu ce rajout de bloc marketing, entre guillemets. Est-ce qu'il y a eu vraiment un besoin d'éduquer, entre guillemets, d'expliquer le pourquoi, le rationnel? Est-ce que aussi de rassurer en disant c'est que temporaire ou non, il n'y a pas de date de fin? Comment ça s'est passé? Comme tout dans les startups, ça n'a pas commencé par une ligne sur une fiche de poste, ça a commencé par un étonnement de voir passer des documents qui n'existaient pas avant en fait. En fait, on commence par le terrain, donc il y a des fiches produits qui sortent, on s'étonne, on dit mais qui les a écrites, pourquoi on n'a pas été consulté, puis en fait après on dit ah bah oui mince on n'a pas bien collaboré, on ajuste le process, on commence à implémenter la collaboration, puis en fait on se rend compte que ça prend du temps, on se rend compte que tout ce qui prend du temps doit être matérialisé dans des objectifs et dans des fiches de poste. Donc en fait le moment où ça arrive, il y a une petite surprise parce qu'on se dit bah, c'est marrant, avant on faisait pas ça, maintenant on fait ça. Il faut expliquer pourquoi est-ce qu'avant on faisait pas ça, maintenant on fait ça, mais comme tout en fait quand on est dans un contexte de start-up, on passe notre temps à s'ajouter des tâches au fur et à mesure qu'on se structure. Donc c'est une évolution parmi d'autres du job en réalité. Et une fois qu'on a bien compris, qu'on a appris à collaborer, en fait ça s'est fait de manière plutôt très fluide. Il n'y a pas eu tellement de couacs, à part passer la première surprise, ça s'est passé de manière super fluide, quoi. Et donc le moment où on matérialise que ça fait partie du job, c'est plutôt rassurant de se dire je fais pas juste ça pour aider les autres, je fais ça parce que c'est mon job. Donc c'est plus pour ancrer ça dans les attentes. Je pense qu'un bon exemple de petite chose qui paraît vraiment stupide, mais qui en fait déclenche énormément de bazar, c'est la gestion des screenshots, enfin des images du produit. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Le marketing, très naïvement, va dire il me faut 3 images. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque c'est qu'est-ce qui peut potentiellement changer dans le produit et donc n'a pas besoin d'être retrouvé sur ce screenshot, puisqu'il va falloir le changer dans 2 mois. Et sur cette fameuse image, est-ce qu'on a vraiment envie de la montrer ou est-ce qu'on a envie de ne pas la voir? Est-ce qu'on veut la montrer telle qu'elle est? Est-ce qu'on veut un petit peu la simplifier? Mais du coup, est-ce que ça va pas être déceptif pour les personnes qui vont la voir pour de vrai? Et à quel point on veut qu'elle ressemble à la démo ou pas? Et tu vois, et c'est juste une micro-demande qui, dans la tête d'un marketeur lambda qui, lui, doit faire sa landing page, prend 5 minutes, qui peut se transformer en 15 jours de brainstorm. Et ça demande vraiment un process et des connaissances qui ne sont pas là à la base, chez personne. Et qui peuvent aussi dépendre en fait, tout simplement, c'est pas simple, mais de la stratégie, même du positionnement du produit, de comment est-ce qu'on veut se montrer, qu'est-ce qu'on veut montrer aussi aux prospects versus les clients, etc. Oui, donc c'est pour ça que je pense qu'on a appris en faisant. Enfin, comme Charlotte le disait, on s'est pris 2-3 sujets un peu frontaux à traiter d'urgence, et puis ça a soulevé tout un tas de questions de, bon, ok, maintenant il faut qu'on reprenne ça calmement, maintenant qu'on a traité les urgences, et qu'on fasse ça bien. Et vous voyez aujourd'hui des limites à ce fonctionnement, un peu hybride du coup? Enfin, je pense que la limite principale, c'est que le messaging est pas mal dispatché entre les équipes. Étant donné qu'on n'a pas un rôle qui est vraiment en charge d'aligner tous les contenus, toute la manière de documenter le produit, etc. En fait, nous, on est tout le temps en train de chercher le bon niveau de documentation. On a plein de doublons. On a les documents qui sont à destination des clients, des ops, des sales, du marketing, du produit, de la tech. En fait, une même fonctionnalité, on peut l'expliquer de plein de manières différentes. Et le fait de ne pas avoir une équipe en fait, qui est en charge, qui est honneur de valider comment est-ce qu'on parle de cette partie du produit, en fait, on sent qu'il y a un moment où ça va plus fonctionner. Aujourd'hui, je pense qu'on est
on est encore une petite équipe mine de rien. Donc on s'en sort. On se parle de même pas 10 customer success, pas encore 10 sales. Enfin, en fait, on est à taille humaine. Donc on peut très bien organiser une réunion d'équipe en 1 heure, expliquer quelque chose. Tout le monde parle la même langue. Enfin, c'est des choses qui sont importantes. On n'a pas non plus besoin de se faire des roadshows pour aller onboarder des centaines de commerciaux, etc. Donc on s'en sort, mais en fait on sent qu'en termes de support, de quantité de messages différents, de doublons, etc., bah, parfois ça diverge, parfois il faut maintenir beaucoup de contenus différents, et pour moi c'est là vraiment la limite. Je suis assez alignée, je trouve qu'on fait beaucoup de patching ou beaucoup de réactifs en fait. Tu vois, comme on disait, il y a un besoin qui arrive, hop, on essaie de trouver une solution. Mais il n'y a pas vraiment de vision concertée, portée par quelqu'un qui dit ok, voilà là où on veut aller et voilà comment on y va tous ensemble. Et aucun de nous ne peut vraiment le faire. Parce que si le produit le fait, le marketing va chouiner. Si le marketing le fait, le produit va chouiner. Et on aura tous raison, hein. Il faut quelqu'un qui ait cette casquette et qui ait le droit de poser les questions et d'aller chercher des réponses. En fait, je dirais qu'à chaque demande, il y a presque ce qu'on veut quelque part, mais jamais exactement ce qu'on veut. Et du coup, juste réaligner le presque entre ce qu'on a à dispo et ce qu'on veut exactement, en fait, on se retrouve tout de suite à devoir solliciter les membres COMEX, quoi. Donc, c'est un alignement qui coûte cher à la fin, en fait, au moment de sortir le contenu dont on a besoin. Par exemple, là, on essaye d'affiner un peu notre positionnement, on veut le changer un tout petit peu, mais encore une fois, il n'y a pas de honneur. Le COMEX sait qu'il doit le faire, sauf que tu te doutes bien que personne dans les membres du COMEX n'a vraiment la bande passante de prendre le sujet, de dire il est à moi, je m'en occupe. Donc ça n'avance pas, ou en tout cas pas bien. Et encore une fois, par exemple, ça impacte le marketing qui doit donc dire des choses au marché, et on se retrouve encore une fois à patcher, c'est-à-dire à faire une réunion d'urgence avec le CEO en mode nous on pense ça, est-ce que tu peux nous confirmer que ces 3-4 points de message, ils sont OK. Après, j'irai voir Charlotte et faire Charlotte, est-ce que toi aussi ça te va? Oui, bon, ok, on commence avec ça, on verra plus tard. Et c'est pas tenable. Oui, en fait, ça reste la réflexion court terme qui permet pas de construire une vision, comme tu le disais, sur la durée et même d'aligner en fait toutes les équipes parce que là, du coup, on est produit marketing, mais il y a aussi des équipes sales avec qui il faut aussi valider et aligner le positionnement, les messages, la partie CS. Donc en fait, ça va au-delà du produit et du marketing. Du coup, est-ce que, avec le recul aujourd'hui que vous avez, du coup, depuis l'arrivée de Selma, on va dire depuis 2 ans, vous collaborez ensemble et vous faites un peu du patchwork product marketing, est-ce que vous avez un conseil à partager pour des entreprises qui ont les mêmes problématiques que vous, pour réussir à intégrer les enjeux product marketing dont on a parlé là pendant ces 20 minutes, quand il n'y a pas de personnes dédiées? Moi, mon conseil, ce serait du coup, faire collaborer les personnes en bonne intelligence. Souvent, on ne se rend pas compte en fait qu'on est en train de faire du product marketing. On a juste l'impression d'être en train de répondre à un nouveau besoin de son métier. Typiquement, nos utilisateurs ne savent pas qu'on sort des nouveautés. Il faut les informer parce que sinon, ils peuvent pas les voir, etc. Voilà. En fait, quand on répond à ce type de besoin, on est en train de faire du product marketing. C'est des nouveaux sujets d'alignement et le seul moyen pour que ça fonctionne, c'est d'avoir une collaboration qui est saine et efficace. J'ai déjà été dans des entreprises où, en fait, en tant que produit, on passait notre temps à se dire mais d'où le marketing a sorti ça et le marketing, en fait, ils avaient toujours l'impression que le produit ralentissait tout. Je pense que c'est la pire des choses, d'être dans la défiance, de se dire le marketing, il parle de choses qu'ils connaissent pas, ou côté produit, de ne pas être suffisamment dans la collaboration pour accompagner le marketing. De base, le marketing, leur job, c'est pas de créer le produit. Donc forcément, si on n'a pas le job product marketing, en fait, l'effort, il doit être fait par les équipes produits pour accompagner le market, pour être pertinent, pour dire les choses qu'on a envie qu'ils disent aussi. Donc c'est juste être intelligent dans la collaboration, la clé du succès, quoi. De mon côté, je rajouterais peut-être l'importance de faire une job desk PMM, même s'il n'y a pas de PMM, juste parce que ça permet de lister des missions et de mettre un honneur en face de chaque mission. Parce que comme je le disais, souvent quand il n'y a pas de PMM, c'est le patron marketing qui le fait, mais ça va souvent être aussi le CEO, notamment sur des histoires de pricing ou d'études de marché ou de voilà. Sauf qu'encore une fois, un patron ne peut pas porter un sujet. Donc ça devient un sujet de founder ou un sujet de COMEX, et du coup ça n'avance jamais. Donc avoir cette liste et se mettre d'accord que, ok, c'est peut-être un sujet transverse, mais ce point-là c'est le produit qui prend, ce point-là c'est le marketing, ce point-là c'est le CS, ça permet quand même d'avancer malgré tout, et surtout d'avoir quelqu'un qui est accountable de l'avancée. Et pas juste d'avoir ça qui flotte comme un gros brouillard où on pense tout ce qu'on sait, on pense tout ce qu'on dit la même chose, et en fait derrière les mêmes mots, il n'y a pas deux définitions qui sont similaires.
Oui, complètement. Et là, ça me fait penser à aussi un sujet dont on sous-estime l'importance, et souvent on se le prend en pleine, en pleine face à un moment donné, c'est la cohérence de l'UX Writing que tu vas avoir dans l'app, des mots utilisés dans l'application et des mots après qui sont utilisés en marketing, dans les newsletters, les sites web, etc. Et ça aussi, mine de rien, en fait, c'est un vrai sujet d'assurer l'alignement et de dire on utilise ces mots et c'est pas pour rien. Et comment prendre en compte les contraintes SEO après de l'autre côté. Et tout ça, en fait, si on se parle pas et s'il n'y a pas de communication là-dessus, ça peut vite devenir un cauchemar ou de la confrontation ou après des besoins de rattrapage qui prennent énormément de temps et après de dette technique, quoi. Oui. Surtout que tu vas avoir ce double problème qui est que le marketing va pousser pour le SEO et le produit va pousser parce que le mot allemand il rentre pas sur le bouton. Donc comment tu fais, comment tu décides? Donc vaut mieux être équipé d'un PMM avant que ce genre de questions se posent puisque sinon c'est une catastrophe. C'était justement une question que je me posais, et un peu dans est-ce que c'est une erreur à éviter ou pas. Est-ce que ce passage un peu de se dire il y a un moment on va être face à un problème parce qu'il n'y a pas de PMM et il va y avoir des erreurs ou un peu des confrontations saines. Est-ce que c'est un peu un passage obligé pour se rendre compte du besoin d'un rôle de PMM ou pas forcément? C'est une bonne question. Je dirais pas forcément. En fait, tout dépend de ce que le CEO pense de tout ça et à quel point il a une appétence. Je vois Charlotte qui rigole, mais oui, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que souvent, ce qui va arriver dans les startups, c'est qu'en marketing, ils vont recruter un responsable acquisition, donc quelqu'un qui va être vraiment fait pour uniquement générer des leads, générer des MQL, enfin t'appelles ça comme tu veux, et qui du coup a zéro, mais alors zéro connaissance produit. Et c'est normal, c'est pas ce qu'on lui demande. Et à côté, tu vas mettre un produit qui, encore une fois, on est de la tech, donc le produit va être assez fort. Et là, le conflit est inévitable entre les deux. Parce que ça ne se comprend pas, parce qu'il n'y a pas, d'historique, il n'y a pas d'histoire. En revanche, si le CEO prend quelqu'un qui soit vient du product marketing en premier, donc soit un CMO, soit un content qui vient du product ou ce genre de choses, les conflits vont être tout de suite beaucoup plus diffus parce qu'on sait et on va les adresser beaucoup plus vite. J'abonde pas mal dans le sens de Selma sur le côté. En fait, ça dépend des expériences aussi préalables avec le product marketing et du fait que les stakeholders principaux, qui sont on va dire le COMEX, soient déjà convaincus ou pas, ou aient déjà bossé avec du product marketing avant. Euh, je pense que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que en fait, il y a différentes tâches qui sont diffuses. On se rend compte que, comme pas mal de choses dans une startup, on pourrait structurer mieux, mais on a du mal à se dire, ok, on investit pour passer le cap d'après et avoir vraiment un profil qui est dédié. Et en fait, comme tout gestionnaire d'entreprise, tu as besoin d'être convaincu que ça va avoir un impact business fort pour pouvoir franchir ce cap d'investir sur un poste comme ça. Surtout que, on va en parler peut-être un peu après, mais sur le profil, on est plutôt sur des personnes, comme on ne sait pas encore trop ce que c'est le job, on se dit qu'il faut quelqu'un qui a déjà pas mal pratiqué. Donc le prérequis, c'est que ce soit quand même quelqu'un qui a un minimum d'expérience, etc. Donc c'est pas forcément un investissement ridicule pour une entreprise qui aujourd'hui n'a pas de product marketing, de se dire allez, je constate que là j'ai vraiment un besoin et ça va vraiment avoir un impact fort. Je pense que c'est normal que la phase de questionnement elle soit longue, qu'on fasse des allers-retours, qu'on décrive des fiches de poste et qu'on mette un peu le temps qu'il faut à se convaincre. Juste pour rebondir sur l'histoire des conflits, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est que quand il n'y a personne qui fait ce rôle, chacun va prendre un morceau, ce qui fait que l'arrivée d'un PMM peut vite être vue par des équipes produits comme une menace parce qu'en fait ça prend une part du travail qu'ils sont obligés de faire parce que le marketing ne sait pas le faire, alors que le marketing voit ça facilement comme quelque chose d'hyper cool puisque de toute façon c'est des sujets qui ne sont pas traités parce qu'ils n'ont pas les compétences pour. Et le fait que du coup il y ait cette ambivalence dans l'arrivée de ce type de poste fait que c'est une source de conflit incroyable. Et c'est normal quand quelqu'un fait un taf et le fait plutôt bien, lui dire demain non t'arrêtes parce que désolé on prend un gars qui maintenant va faire ça full time, c'est très dur à entendre et c'est normal. Et le marketing, si on lui dit on recrute pas, alors que lui il sait qu'il reste avec sa galère et son webinar où il sait pas quoi dire parce que de toute façon il n'a pas compris ce que ça faisait exactement le produit, lui il comprend pas. Et encore une fois, c'est normal. Pour terminer sur cette première partie, j'ai une dernière question. Vous parliez notamment, Charlotte, tout à l'heure de collaboration. Est-ce que du coup, vous avez mis en place des rituels, que ce soit entre vous deux ou au sein de vos équipes, pour justement assurer cette communication, la transparence, la cohésion, etc. Je sais pas si on a vraiment mis en place des rituels, honnêtement. On communique sur Slack. Quand il y a besoin de se faire un petit point calendrier, on se fait un point calendrier. On y voit assez clair sur les
les prochaines étapes. Mais sinon, je dirais que c'est assez fluide et je pense que tout est plutôt ad hoc et de la proximité des équipes. On n'a pas ressenti le besoin de faire spécifiquement un rituel product et marketing, mais peut-être qu'on aurait dû, ça nous aurait permis d'aller un peu plus loin dans la proximité aussi entre les équipes pour faire monter en compétence le market sur le produit ou pour faire progresser le produit sur le market. Enfin, ça va dans les deux sens. Après, tu as fait quelque chose de bien quand même, c'est que tous les 15 jours, il y a un meeting produit chez nous où interviennent les membres du COMEX ou les patrons intéressés au produit, comme patronne du design par exemple. J'y suis et à chaque fois, il y a un onglet product marketing justement, où on peut partager les initiatives qui ont lieu. Ça permet d'intéresser les gens. Par exemple, il y a un salon qui se passe, il va y avoir une intervention de Charlotte qui va qui va parler d'un lancement de produit. Ça permet par exemple au Head of CS de savoir que ça arrive. Donc il y a quand même cette communication, sauf que je pense que ça recascade pas très bien derrière. On a mis en place, nous, du coup, avec Decathlon Andorre, justement un peu un rituel maintenant qui est, je crois, tous les 2 ou 3 mois. Il s'appelle Product Marketing. Et on essaie de le mettre en place typiquement en début d'année ou en fin de quarter pour se partager justement les OKR. Les roadmaps et s'assurer en début de semestre avant de vraiment commencer l'année ou quand on fait évoluer les OKR, de s'assurer qu'il n'y a pas des dépendances dont on n'est pas au courant. Typiquement, le marketing veut faire quelque chose, en fait, il a besoin du produit, être au courant, valider ou non que ça peut rentrer dans la roadmap, par exemple, et s'assurer aussi des objectifs même business, on va vraiment dans la même direction, dans les actions qu'on va mettre en place. Et du coup, c'est assez intéressant aussi et ça permet de ne pas être dans l'opérationnel, mais vraiment de prendre de la hauteur aussi et de bien comprendre les objectifs de chaque équipe. Très bon insight. Pour le coup, j'avoue qu'on ne le fait pas. Mais après, le volume n'est pas ouf non plus, mais on le fait quand même pas. Merci beaucoup Selma et Charlotte pour cet épisode. C'était super intéressant d'avoir vos retours d'expérience et je suis sûre que ça va inspirer, en tout cas aider et se sentir moins seul beaucoup de personnes qui nous écoutent. Merci à toi. Merci beaucoup Carlotta. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci